Bonjour, une vidéo à destination de nos élèves de la préparation officier de police afin de corriger le sujet qui a été proposé au concours en culture générale, qui est le suivant. Ouvrez les guillemets, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Fermez les guillemets. Commentez cette citation de Jacques Chirac lors de l'assemblée plénière du 4e sommet de la Terre le 2 septembre 2012 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voilà quel était le sujet. D'abord, sur le fond, je pense que vous avez été contents, parce que le premier sujet qu'on vous avait proposé, c'était un sujet sur l'écologie est-elle une priorité dans la cité, et c'est bien le sujet qui est en question ici, c'est-à-dire il y a l'écologie, est-ce qu'on s'occupe suffisamment d'écologie ou pas d'autre chose? C'est l'idée de regarder ailleurs. Quelles sont nos priorités? Donc, voilà, bravo à Samir, votre professeur de culture G à l'ISP cette année, parce qu'on avait tapé dans le mille dès le début. Voilà. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous tous. Ça ne nous empêche pas quand même de refaire un petit corrigé après coup. En termes de méthode déjà, nous avons une citation. Donc, comment doit-on traiter un sujet citation? Je vous le rappelle, un sujet citation, c'est une affirmation. Il faut comprendre ce que dit cette affirmation, ce que l'auteur veut dire, de quoi il parle, et en fait discuter cette affirmation. Donc, la problématique sera la question à laquelle répond cette affirmation. Est-ce qu'il y a vraiment une situation dans laquelle notre maison brûle et nous regardons ailleurs? Oui, un A, et on reprendra les arguments qui viendront au renfort de la citation, de la thèse de l'auteur, qui est Jacques Chirac ici, mais non quand même, on relativisera après. Il ne faut pas exagérer, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai tout le temps, il y a quand même des choses qui se font, etc. Un B, donc l'antithèse, on viendra nuancer la citation. Et puis dans le grand 2, en 2A, on verra que cette ambivalence oui-non est plus compliquée aujourd'hui, plus complexe, devient de plus en plus complexe ou se repositionne, 2A, avant en 2B de voir ce qu'il faudrait faire pour l'avenir. Voilà. Donc, un sujet citation, en fait, une citation, c'est une thèse, c'est une affirmation qui va généralement nourrir notre 1A, où on va essayer de défendre cette citation avant de la contester, de la nuancer en 1B. Voilà. Ceci vaut d'ailleurs quelle que soit la forme du sujet citation. Que ce soit comme ici, je dirais la totale, où on a la citation entre guillemets, on nous donne l'auteur, on nous donne le contexte, la date, on nous demande de commenter. Donc ça, je dirais que c'est le sujet citation le plus complet qui soit dans la forme, ou que ce soit un sujet très simple, c'est-à-dire on nous dirait simplement « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Point. Il n'y aurait pas de guillemets, on ne nous dirait pas que c'est une citation, il n'y aurait pas d'auteur, il n'y aurait pas de contexte, il n'y aurait pas de commenté, il n'y aurait rien. Mais pour nous, c'est la même chose. C'est un sujet de type citation. C'est-à-dire qu'on a une affirmation qui nous est proposée et le sujet, bien sûr, c'est de discuter cette citation, cette affirmation, de voir ce en quoi elle est juste, elle est vraie, et de voir ce en quoi on peut quand même la nuancer. Un A, un B, avant d'aller plus loin en grand 2. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, je viens de le dire, dans une citation, il faut comprendre de quoi on nous parle. Il est évident que la citation de Jacques Chirac n'est pas à prendre au sens propre. Hein. Ce n'est pas la maison où les gens habitent qui est en train de brûler. Et quand on dit qu'on regarde ailleurs, et ce n'est pas que nous on regarde, on tourne la tête. De quoi parle-t-on quand on parle de notre maison? Qu'est-ce qu'on entend par brûler? Qu'est-ce qu'on entend par regarder ailleurs? Très souvent, les sujets citations sont à interpréter.
Si une citation est restée célèbre, c'est parce qu'elle utilise des symboles, des métaphores, des jeux de mots, etc., des excès, parfois des figures de style, qui font que derrière les mots dans leur sens premier, il faut comprendre ce qui est la thèse et qui a un intérêt, évidemment, quelle est la thèse de l'auteur, bien entendu. Hein. Et là, on est face à un dilemme quand on cherche à interpréter cette citation. Là, c'est le point, je crois, le plus important de ce sujet qui est tombé officier de police cette année, un point de méthodologie que je souhaiterais traiter avec vous dans la lignée de ce qu'on a fait pendant la prépa. Hein. Quel est ce point ? Est-ce qu'il faut uniquement interpréter les choses par rapport à l'écologie, c'est-à-dire notre maison brûle, c'est ce à quoi Jacques Chirac pensait quand il prononce ces phrases au sommet de la Terre, c'est-à-dire la planète est en train de mourir du fait du changement climatique, nous sommes en train de nous asphyxier du fait de la détérioration de l'environnement, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut considérer ? Ou est-ce qu'on doit élargir le sujet et se dire que notre maison brûle, c'est finalement, nous sommes face à des problèmes urgents, imminents, à des menaces très graves, de tous ordres, mais nous nous intéressons à autre chose. Et auquel cas, ce sujet devrait être pris de façon plus large, donc ça c'est l'option 2, pas seulement l'environnement, et ces problèmes les plus graves, à nous de savoir si on veut parler du terrorisme, de la montée des intégristes, de la fin des menaces qui pèsent sur la cohésion sociale, des risques du vieillissement de la population et du développement, et des enjeux environnementaux aussi. Hein. Mais est-ce qu'il faut rester dans le domaine écologique ou est-ce qu'il faut prendre plus large ? C'est une question de méthode majeure. Alors en fait, mon sentiment est le suivant. En tout cas, ça correspond à la manière dont on a toujours travaillé ici. Généralement, quand on a une citation sans contexte, ou une citation très ancienne, il faut la sortir de son contexte, qu'on ne connaît pas, et se dire, bon, cette phrase, aujourd'hui, à quoi correspond-elle dans la société contemporaine ? Voilà. À quoi ça me fait penser aujourd'hui dans la société contemporaine ? Or, donc, on ne s'interdit rien, finalement, hein, en principe. On pense à tous les sujets qui pourraient rentrer dans le champ de cette citation. Sauf que là, c'est une citation contemporaine, puisqu'elle date de 2002, c'est-à-dire dans notre société d'aujourd'hui. On nous a précisé le contexte, et dans ce cas-là, à ce moment-là, il faut rester dans ce contexte. Jacques Chirac parle d'un problème de notre société contemporaine, qui est le problème écologique. Et tel que le sujet est libellé, la date, ça parle bien du monde contemporain, le sommet de la Terre, le contexte, notre parti serait de rester sur le thème de l'écologie. Et donc, une reformulation du sujet dans l'introduction pourrait être la suivante. La menace écologique est, la menace écologique est très prégnante, et pourtant, nous nous occupons surtout d'autres questions. Voilà comment on pourrait reformuler le sujet. Rester sur l'écologie. Maintenant, je pense qu'il faut le faire, à certains moments du devoir, en introduction, en conclusion, peut-être à certains moments du développement, bien rappeler qu'il y a toujours un risque de déni des problèmes qui sont les plus graves et qu'on n'a pas le recul historique, forcément, pour se rendre compte qu'on est face au danger le plus sérieux et donc on pense à d'autres choses. On peut référer à la conférence de Munich et à la France, à l'Angleterre, en 1938, qui considèrent que la montée du nazisme en Allemagne, enfin, qui est déjà installée, la montée, les revendications, l'agressivité d'Hitler et du Troisième Reich ne sont pas finalement la première des menaces, puisqu'on cherche à tout prix à éviter la guerre. Voilà, on pense qu'elle est évitable, etc. Donc, on peut rappeler qu'il n'y a pas qu'en matière d'écologie que les sociétés peuvent
ne pas se rendre compte de la menace la plus imminente, la plus évidente qui est devant eux. Voilà, c'est un vrai risque. Ça pourrait être pour l'introduction. Et puis en conclusion, rappeler que, effectivement, pour que le débat public, notamment dans les démocraties, permette de prendre en compte, de traiter à leur juste mesure les problèmes auxquels la collectivité est confrontée, eh bien, il faut souvent une éducation, un débat large, de l'information, de la transparence, etc., pour qu'on réalise quels sont les enjeux réels et les plus graves du moment. Voilà. Donc, le fait de montrer que ce genre de questions plus générales, c'est-à-dire comment une société aborde les principaux dangers qui la menacent et ne regarde pas ailleurs, le fait de traiter ça en général et de dire que ça ne vaut pas que pour l'écologie, on peut le faire dans le devoir. Avant, après, autour du devoir, mais le cœur sera quand même sur la question écologique. Voilà le parti pris et l'interprétation que nous donnons de ce sujet. Dans ce cadre-là, quel sera le corrigé? Pas de surprise. 1A, nous défendons la thèse de l'auteur et disons oui, alors que notre maison brûle, nous regardons ailleurs, encore aujourd'hui. Voilà, donc ça sera le 1A. Nous allons essayer de trouver des arguments qui vont dans le sens de la thèse de l'auteur. Alors, comme d'habitude en culture générale, vous avez l'habitude, après votre prépa, il est bien question de trouver des arguments pour soutenir la thèse du oui. La thèse de Jacques Chirac, ce n'est pas que la maison brûle, simplement. Ce n'est pas de dire qu'il y a des problèmes écologiques très graves. C'est de dire, alors qu'il y a des problèmes écologiques très graves, nous nous intéressons à d'autres sujets, où nous ne leur donnons pas le caractère prioritaire qui devrait être le leur. Donc un 1A qui se contenterait de faire la liste des problèmes écologiques n'étaye pas la thèse de Jacques Chirac. Jacques Chirac ne dit pas « notre maison brûle », point. Il dit « alors que notre maison brûle, nous regardons ailleurs ». C'est là qu'il y a un paradoxe. Hein. Et c'est ça, donc c'est cette thèse-là qu'il faut étayer. Donc il faut essayer de trouver, dans ce que vous savez, des éléments qui montrent que oui, nous regardons ailleurs. Alors, on peut peut-être, en A, décomposer les choses en deux temps. D'abord, oui, notre maison brûle toujours, elle est toujours en train de brûler. Les enjeux du changement climatique sont toujours là, avec des manifestations très sensibles. D'abord, le changement climatique à l'œuvre, par exemple, à l'hiver 2018, hein, le mois dernier. Il faisait moins 6 degrés à Paris alors qu'il faisait 6 degrés, plus 6 degrés Celsius au Groenland. Donc là, des changements climatiques perceptibles avec leur cortège de catastrophes naturelles, d'inondations de plus en plus fréquentes, de sécheresses de plus en plus fréquentes et leur cortège aussi de modifications des écosystèmes, de la biodiversité avec un risque réellement pour l'équilibre de la vie animale et végétale et peut-être à terme humaine sur la planète. Deuxième manifestation, dans certaines zones, dans certains pays, notamment les grandes métropoles, le problème de la qualité de l'air devient aujourd'hui extrêmement sérieux. Circulation alternée à Paris, plusieurs jours au cours de l'année 2017, mise en place d'une éco-vignette voilà, au cours de cette même année. Donc on commence à se rendre compte concrètement que l'air n'est plus vivable dans les conditions habituelles dans une ville comme Paris. Et puis, plus grave encore, la situation de l'atmosphère, donc de l'air, dans un pays comme la Chine, où vous savez que dans les grandes villes industrielles, on ne voit plus jamais le bleu du ciel, on ne voit plus jamais le soleil, et que lors des Jeux Olympiques de 2000 en Chine, il a fallu arrêter les usines pendant 1 mois avant pour que le monde entier puisse quand même voir des Jeux Olympiques avec un ciel bleu, quoi. Voilà, qu'on puisse percevoir le bleu du ciel. Donc là, des choses extrêmement tangibles, extrêmement graves. Voilà, donc oui, notre maison brûle toujours, le changement climatique, la détérioration des milieux, notamment de l'air, a des effets très perceptibles. Et deuxièmement du 1A, et pour autant, il semble effectivement que ça ne soit pas notre première priorité. Alors comment étayer cette idée?
Bon, c'est vrai qu'à l'ISP, vous avez eu un devoir justement sur l'écologie est-elle la priorité, etc. Donc vous avez eu le corrigé et donc vous étiez bien aidé pour réussir cette épreuve du concours. Je vous rappelle que l'idée maîtresse quand même du corrigé qu'on vous avait donné ici en prépa, c'était quoi? C'était que la priorité demeure quand même dans nos sociétés, aussi bien d'ailleurs dans les pays les plus développés que dans les pays émergents, la croissance économique. Notre priorité majeure, c'est le développement économique, la croissance économique, la création de richesses et d'emplois. Voilà, ça reste la priorité de tous les gouvernants dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Et donc, ça entre en contradiction, évidemment, avec la préservation de l'écologie, puisque c'est bien sûr ce modèle de développement économique, cette croissance, qui menace aujourd'hui l'écologie, avec une attention particulière vers les pays émergents, notamment la Chine et l'Inde, qui précisément rattrapent, sont dans un phénomène de rattrapage par rapport aux grandes économies industrialisées du Nord, et donc, compte tenu de l'importance démographique de ces pays, plus d'1 milliard d'habitants dans les deux cas, il y a des risques considérables de détérioration de l'environnement, ne serait-ce que simplement si tous les Chinois et tous les Indiens avaient le même taux d'équipement automobile que les gens dans nos pays. Voilà. Donc là, il y a une attention particulière du fait que dans le monde en général et dans ces pays émergents en particulier, la priorité, on regarde toujours, surtout, en premier, la croissance économique. Nos regards sont rivés sur cet indicateur, donc nous ne regardons pas d'abord les dégâts écologiques et climatiques. Ça, c'est le 1A. Le 1B, faut essayer de nuancer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nuancer? Bon, ben, se dire que, quand même, en fait, il y a eu la COP 21, pour faire court, quand même, on regarde de plus en plus, pour reprendre l'expression de Jacques Chirac, on regarde de plus en plus quand même les questions écologiques. Et notamment dans les 15 ans qui nous séparent maintenant du sommet de Johannesburg, il y a des pas qui ont été accomplis. Voilà, donc ça nuance quand même le fait qu'on regarde ailleurs. Donc ça c'est le 1B. J'essaye toujours d'avoir 2 ou 3 paragraphes dans mes sous-parties. Alors là j'en reprends 2. Donc 1B premièrement, ben, le fait que quand même les États se sont organisés au niveau international quand même au cours de ces dernières années pour aboutir pour relever un peu le défi du réchauffement climatique. Alors certes, après Johannesburg, il y avait eu la conférence de Copenhague qui avait été un échec, mais la COP 21, réalisée à Paris en décembre 2015, a été, elle, un succès. Nous avons vraiment connu un succès. Alors, bon, je vous renvoie à votre cours, au polycopier, etc. En quoi la COP 21 a été un succès? C'est une conférence qui a été universelle. C'est-à-dire tous les États de la planète, en principe, ont signé des engagements, y compris les pays du Sud, avec des efforts proportionnés pour chacun, mais tout le monde participe de l'effort de limitation du changement climatique. Et ça, c'est le grand acquis de la COP 21, en plus du fait qu'il y ait des objectifs ambitieux et une aide à la transition écologique pour les pays du Sud. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont faites. Au niveau des grandes intentions, la COP 21 a été un moment majeur. Et aussi au niveau des réalisations. On peut par exemple rappeler que le problème de la couche d'ozone qui était menacée par les CFC, les chlorofluorocarbones, a été résolu. On a vu récemment des images satellites de la couche d'ozone. Celle-ci a été reconstituée du fait de l'interdiction des chlorofluorocarbones dans l'ensemble des pays de la planète. Donc, on a déjà vu aussi des effets tangibles de nos efforts. Au niveau national, on peut rappeler qu'en France, il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2007 qui a engagé tout un tas de chantiers, tout un tas de politiques qui structurent encore l'action des pouvoirs publics en France, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon local,
et aussi bien, enfin dans tous les domaines, les transports, l'agriculture, l'industrie, la gestion des milieux, l'urbanisme, etc. Donc voilà, un pays qui a, au niveau national aussi, su faire des choses. À côté de ça, il y a toujours au niveau de l'Union européenne une politique ancienne d'augmentation des standards environnementaux, etc. Voilà, avec des effets de plus en plus dans le commerce international, puisque l'Union européenne essaye d'imposer des normes environnementales à côté des normes sociales dans les accords de commerce qu'elle signe avec d'autres États. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites à tous les niveaux. Par les pouvoirs publics, on va dire. Une mobilisation politique à laquelle appelait Jacques Chirac, évidemment, à Johannesburg. Et un deuxièmement, peut-être aussi pour dire que, à côté de cette mobilisation politique, la société civile aussi a pris le relais. L'écologie, aujourd'hui, a gagné la société civile. La société civile regarde la question de l'environnement. Ça vaut bien sûr pour les citoyens qui sont devenus de plus en plus sensibles à ces sujets et qui, au-delà de l'apparition et du succès des partis écologistes, attendent de l'ensemble des gouvernants qu'ils aient un programme ambitieux en matière d'écologie et de développement durable. Donc ça fait partie des attentes de la société en tant qu'électeur, mais aussi en tant que consommateur, comme en témoigne par exemple le succès de l'agriculture biologique ou des produits alimentaires biologiques. Il y a une attention particulière à l'environnement sous l'angle de la protection de l'environnement ou sous l'angle de la santé. Voilà. En tout cas, il y a une attention de la société civile. Et dans la société civile, n'oublions pas non plus les entreprises, l'économie. Le monde économique, dont on pouvait penser a priori qu'il était plutôt un tenant de la croissance traditionnelle, finalement, de plus en plus intègre la dimension écologique. Alors, bien sûr, il le fait parce qu'il y est obligé, à cause des normes, des réglementations environnementales. Il le fait aussi parfois pour séduire les consommateurs. C'est la fameuse problématique du greenwashing. C'est-à-dire on présente des choses comme étant écologiques alors qu'elles ne le sont pas. On verdit son discours parce qu'on sait que c'est un gage de succès vis-à-vis des consommateurs. C'est une forme de publicité finalement. Malgré tout, au-delà de ces évidences, il semble quand même que le monde économique ait compris qu'il fallait s'adapter à la transition énergétique, au changement climatique et changer de modèle. Voilà. Sinon, on allait vers un système économique qui ne serait plus viable, que de plus en plus de pratiques, l'utilisation de substances, de produits serait de plus en plus interdite et qu'il valait mieux prendre les devants et montrer qu'on est capable de s'adapter plutôt que de se faire en permanence interdire et contraindre par les pouvoirs publics. Voilà, donc l'économie est associée, d'ailleurs à la COP21, il y avait une COP21 entreprise, voilà, puisqu'on veut que le monde économique privé, les entreprises, participent. Voilà, donc on a fait des choses quand même, on regarde de moins en moins ailleurs, 1B. Ensuite, le 2A, effectivement, toujours la difficulté de montrer que cette question du regard sur la menace environnementale, c'est compliqué au cours de ces dernières années. Elle s'est aussi complexifiée, ce qui conduit à rechercher de nouveaux équilibres. Voilà, donc ça va être le titre du grand 2. Et le 2A, la question du regard sur l'écologie, ou le regard sur l'écologie est devenu plus complexe. Voilà, la question c'est compliqué. C'est la fonction du 2A en culture G, vous n'êtes pas surpris. Et c'est compliqué, d'abord, on va rappeler que, comme toujours, on le fait au début du 2A, il y avait déjà un débat, une ambiguïté, une ambivalence, une forme de contradiction autour des questions de l'écologie depuis le début, finalement. C'est exactement le même type de début de 2A, c'est-à-dire de premièrement, où on rappelle quelles étaient déjà les ambiguïtés, les ambivalences, les paradoxes, que l'on a fait dans la correction du sujet de commissaire de police sur l'Europe. On commence par rappeler que déjà il y avait un équilibre précaire, ou une tension, une ambivalence. Quelle est-elle s'agissant de l'écologie? C'est le fait qu'il y a plusieurs modèles, finalement, de réponse aux défis écologiques, entre lesquels le débat n'a pas été tranché, finalement. Il y a, d'un côté, aux deux extrêmes, les tenants de la décroissance, d'un côté, ou de la croissance zéro,
Club de Rome, 1972, vous vous rappelez, puis de la décroissance, qui pense qu'il faut renoncer à la croissance économique pour sauver la planète, donc un modèle de rupture. À l'opposé, il y a le modèle de l'économie verte, c'est-à-dire l'idée que c'est par le progrès technique, l'innovation des entreprises, par le marché, finalement, par le système capitaliste, libéral, que les réponses vont être apportées. Le marché saura apporter les réponses aux défis écologiques, parce que lorsqu'il deviendra profitable, rentable, de trouver des systèmes ou des produits pour répondre aux défis écologiques, eh bien le marché le fera naturellement par l'innovation. Voilà. Et puis au milieu, il y a la position du développement durable. C'est-à-dire qu'on veut continuer le développement économique, on veut continuer la croissance, mais on pense qu'il faut quand même une politique publique qui l'infléchisse afin de le permettre d'être soutenable pour l'environnement. Voilà. Donc on est entre deux. Entre tourner le dos au développement économique et compter uniquement sur le développement économique, on est sur un développement économique raisonné. Voilà, le développement durable. Et donc finalement, ces trois thèses sont toujours en discussion et depuis le début, donc, le débat est complexe finalement, parce qu'il n'y a pas une orientation mondiale majeure qui fasse l'objet d'un large consensus. Donc c'est toujours été compliqué. Ce qui a compliqué le sujet depuis quelque temps, c'est aussi, depuis 2 ans en fait, hein, c'est la position des États-Unis. Voilà. Les États-Unis sont la première puissance économique mondiale, le premier pollueur mondial. C'est aussi un pays qui, bien sûr, a une influence politique, diplomatique, économique, culturelle, juridique, essentielle au niveau international, qui doit assumer un leadership dans la communauté internationale. Et ce pays fait marche arrière, finalement. Vous connaissez l'histoire des États-Unis, qui n'étaient pas à la conférence de Rio, qui ensuite sont revenus dans le jeu avec les COP. Et là, avec Donald Trump, il y a le refus de ratifier la COP 21, donc l'accord de Paris, alors qu'il avait été signé par Barack Obama à la fin de sa présidence. Voilà. Donc il y a, et là, vu ce que représentent les États-Unis, il y a véritablement un défi et une réelle menace sur la crédibilité de cet engagement de la communauté internationale. Très concrètement, peut-on réellement espérer une réorientation de l'économie et des sociétés de la planète aujourd'hui en faveur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, alors que le pays le plus éminent décide de ne pas le faire? Ça veut dire qu'en matière commerciale, en matière industrielle, les États-Unis risquent de concurrencer de façon déloyale des pays comme l'Europe, le Japon, qui, eux, vont se soumettre à des contraintes environnementales. Voilà. Là, il y a véritablement une interrogation, une hypothèque très forte, une incertitude qui fragilise ce qu'on est en train de faire. On ne sait pas. Et en fait, la question est de savoir si ce qu'il en sera des nouvelles autorités américaines, par exemple, dans 2 ans, voilà, après les prochaines élections. Est-ce que durablement, il va falloir vivre avec cette absence des États-Unis, qui est très problématique, et construire un système sans les États-Unis, ou est-ce que ce n'est qu'une crise provisoire, il faut un petit peu attendre? Voilà. En tout cas, il y a une incertitude très forte qui rend encore plus compliqué l'engagement des différents États dans les mesures proposées par l'accord de Paris. Ensuite, au plan interne, nos sociétés sont confrontées quand même à une compétition économique de plus en plus vive dans le cadre de la mondialisation, confrontées aux conséquences de la crise économique, financière, budgétaire de 2008, hein, dont nos sociétés, nos économies portent encore les stigmates, ne serait-ce en France qu'au niveau du taux de chômage ou des déficits publics. Et donc face à ces difficultés économiques et sociales, peut-être aggravées demain par le défi du vieillissement de la population, eh bien la priorité pourrait être d'abord de vouloir assurer la croissance économique,
le développement de l'emploi et la création de richesses pour maintenir la cohésion économique et sociale de nos sociétés. Et là, donc, la tension entre l'objectif écologique et les besoins économiques est peut-être encore aggravée par la situation économique, sociale difficile dans laquelle un certain nombre de pays, dont la France, se trouvent. Voilà. Donc, le 2A, l'arbitrage, enfin, la thèse-antithèse de base qu'on a vue en grand 1 est compliquée par la situation actuelle. Voilà. 2B, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, il faut continuer, il faut garder le cap, hein, et continuer à s'engager pour l'environnement, parce que c'est un défi de toute façon qui est inévitable, auquel nous sommes confrontés, dont les effets sont de plus en plus sensibles, et c'est un engagement qu'il faut faire aujourd'hui pour les générations futures. Voilà. Donc il faut garder ce cap. Il faut le faire pour ce qui nous concerne au niveau national, mais aussi et surtout au niveau européen. D'abord parce que nous sommes dans un marché intérieur et il ne faudrait pas que des discordances au sein de l'Europe créent des concurrences déloyales, voilà, d'une part, et d'autre part parce que l'Europe, premier marché commercial du monde, peut, en étant exemplaire, peser afin d'imposer son modèle ou des évolutions dans d'autres régions de la planète, notamment par le biais des accords commerciaux. L'Europe, qui a un niveau de standards environnementaux élevé, de normes élevées, qui a une politique ambitieuse, doit continuer de le faire afin d'abord d'assurer la cohésion interne à l'Europe et ensuite de peser en faveur de l'amélioration de la situation au niveau de la planète, notamment par l'arme commerciale. Voilà, donc c'est l'axe qu'il faut continuer à suivre au niveau français et au niveau européen. Cela dit, là ça va être le deuxièmement du 2B, il faut aussi être conscient que l'écologie, certes il ne faut pas regarder ailleurs et se détourner de l'écologie en ne regardant que l'économie, mais il faut aussi être conscient de la nécessaire articulation entre ces deux domaines. Vous vous rappelez là de ce qu'on a dit dans le sujet que vous avez eu à l'ISP cette année, hein, sur la priorité écologique dans la cité. Et donc, il faut, dans toute la mesure du possible, aussi, aller vraiment vers le développement durable. C'est-à-dire qu'il faut que le modèle de nos sociétés change pour devenir effectivement un modèle de développement durable qui part de deux idées. D'abord, la croissance économique est nécessaire à nos sociétés, ne serait-ce que pour assurer leur cohésion sociale, et simplement elle doit se faire de manière soutenable, durable. Voilà, donc c'est ce modèle qui doit être le nôtre, ni la croissance zéro, ni le fait, comme c'est le modèle américain et le discours de Donald Trump, faire confiance entièrement au marché pour répondre aux défis écologiques. Nous choisissons le modèle du développement durable. Et le deuxième aspect du développement durable, c'est que nous espérons que les exigences du développement durable seront un gisement de nouvelles activités et donc de nouveaux domaines, d'une nouvelle croissance et de nouveaux emplois. Voilà. C'est-à-dire que nous pensons que dans la logique du développement durable, vont se créer de nouvelles activités, de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont engendrer de nouveaux emplois et que donc l'économie à l'heure du développement durable ne va pas forcément subir la contrainte écologique, mais va plutôt être régénérée, renouvelée par la réponse à des nouveaux besoins, que ce soit les voitures électriques, les services environnementaux, le renouveau peut-être du rôle des agriculteurs dans la société, etc., etc., de nouveaux services qui vont naître d'objectifs écologiques. Voilà. Et que donc, on pourra réconcilier sur la durée l'impératif écologique et l'impératif économique et social. Voilà ce que l'on peut dire. Ce sont des vœux, peut-être des vœux pieux, mais en tout cas, comme toujours, on doit, dans ce genre de concours, aller dans le sens du discours général et de l'orientation générale qui est celle de la France, qui est celle de nos gouvernants et des équilibres qu'on essaye de trouver.
En conclusion, donc, il ne s'agit pas de regarder... Aujourd'hui, 15 ans après la citation de Jacques Chirac, on ne regarde plus ailleurs, on regarde aussi l'écologie. Hein. Tout le défi, c'est de trouver un équilibre et de regarder le long terme et de se demander, puisqu'on prend la métaphore du regard, hein, et de regarder le long terme et donc dégager un horizon dans lequel, je le répète, besoins écologiques, besoins économiques et sociaux ne seront pas en contradiction frontale. Voilà, c'est vers ça qu'il faut aujourd'hui porter notre regard. Voilà un sujet, en résumé, pas difficile parce qu'on l'avait traité à l'ISP, quasiment dans les bons termes. Le point important, c'était simplement de conserver à l'écologie une part, sinon exclusive, du moins très prépondérante dans le devoir. Si on commence à parler de tous les problèmes auxquels est confrontée notre société, de tout ce qui pourrait amener à penser que notre maison, si notre société se délite, brûle, et si on parle de tout, et qu'on en fait un devoir très général sur le fait qu'on ne prend pas toujours en compte les bonnes priorités, alors là, je pense que, compte tenu de la façon dont cette citation était présentée, avec son auteur, son contexte et sa date, je pense que là, si on n'a pas focalisé sur l'écologie de manière très majoritaire, on est un peu à côté de la plaque. Voilà. Bon courage et à bientôt.